vraiment. Voilà, c'est pas simple. Donc je me souviens plus ce qu'on disait. On parlait du rôle de la femme. En fait, de ce que la société pensait des changements du rôle de la femme. À cause de... Pendant la guerre, les hommes ont réalisé... Comme je vous disais, cette évolution est en 3 temps, ça c'est important, émancipation, libération, prise de pouvoir, et elle se fait quand même sur presque un siècle. Donc elle se fait pas effectivement du jour au lendemain. La garçonne des années 20, elle ne plaît pas aux hommes. Elle ne plaît pas aux hommes parce qu'elle est trop indépendante. Il va falloir que l'eau coule sous les pompes. Entre-temps, il y a le second conflit mondial où cette émancipation est stoppée d'une certaine façon parce qu'il y a d'autres chats à fouetter à cause de la guerre. Et après, on va procéder au revival de la haute couture en imaginant une silhouette qui est beaucoup plus romantique, qui est très historicisante, qui est un retour en arrière. On rétrograde, on porte non pas un corset mais une guêpière, c'est presque pareil. Mais en même temps, les femmes ont envie de ça. Elles ont envie de ça parce qu'elles ont souffert pendant la guerre, elles n'ont pas pu être élégantes comme elles le voulaient. Tout a été difficile, donc le new look fonctionne. Bon, après les années 60 nous propulse dans un mood beaucoup plus futuriste, avec des gens comme Courrèges, Cardin, Ungaro. Et en même temps, Chanel propose son tailleur en tweed, revient sur le devant de la scène. Saint-Laurent ouvre sa maison en 62 avec un vestiaire extrêmement désirable. Bientôt, c'est prêt-à-porter des couturiers aussi, avec Saint-Laurent, la boutique rive gauche, qui permet aux jeunes filles de la rue de toucher du doigt la haute couture, mais dans des prix beaucoup plus accessibles. Donc, voilà, cette évolution de la femme, la mode l'accompagne, la haute couture en particulier, et elle se fait voilà sur plusieurs décennies, et les hommes finissent, oui, bien sûr, par s'habituer à cette nouvelle femme qui effectivement, voilà, je pense qu'il aura fallu ce temps-là qui était nécessaire pour que la femme puisse enfin accéder à un statut. Alors bon, l'égalité, on sait qu'elle n'est pas parfaite, mais à un statut comparable à celui des hommes, hein, absolument, dont nous bénéficions aujourd'hui, nous, au XXIe siècle. Ah, c'est vraiment intéressant de voir le lien entre les événements et oui, ce qui s'est passé dans la mode. Parce que la mode est la petite histoire de la grande histoire, et elle accompagne, elle est révélatrice. Parfois l'habit fait le moine, parfois il ne le fait pas, parfois l'habit est distinctif, significatif, parfois il ne l'est pas. C'est l'inverse, il cache, comme aujourd'hui. Aujourd'hui, dans le métro, vous ne distinguez pas qui est l'avocat, de l'homme d'affaires, du technicien de surface ou de l'infirmière. Le vêtir aujourd'hui n'est pas significatif comme il a pu l'être plus tôt au XXe siècle, même dans les siècles passés, au XIXe siècle. Mais pour en revenir à la haute couture, je pense que la haute couture a permis l'expression de style comme celui de Chanel ou de Saint-Laurent, très fort, très pérennes, qui se sont installés donc durablement et qui ont permis aux femmes de trouver voilà des atouts, des carapaces pour mener leur vie. Oui. Qui les ont poussés. Ok. Voilà. Pour revenir un peu en arrière dans l'histoire, qu'est-ce qui, d'après vous, a fait en sorte que les petites couturières se sont transformées en, comme ça a changé de petites couturières à des grandes maisons de couture, comme avec. Non, ça s'est pas passé de là. En fait, le père fondateur de la haute couture n'était pas couturier, c'est Charles Frederick Worth au XIXe siècle, et il crée sa maison en 1858. C'est une maison spéciale de nouveautés confectionnées. Autrement dit, c'est l'ancêtre de nos grands magasins parisiens. Donc en fait, la matrice de la haute couture, ce ne sont pas ces petites maisons de haute couture artisanale de quartier. La matrice, c'est davantage le magasin luxueux dans lequel on vend effectivement des articles préfaits, mais aussi on a un atelier de couture sur mesure. Et en fait, Worth va se démarquer de ces petits ateliers artisanaux en présentant des modèles faits à l'avance. Il appelle ça le modèle riche. Plusieurs modèles forment une collection. Et ces collections sont présentées sur des mannequins vivants, qui sont à l'époque des demoiselles de magasin, des petites vendeuses, qui se baladent dans les allées des magasins et qui donnent envie aux clientes de commander un modèle qui sera reproduit selon leurs propres mesures et fait main, bien sûr. Donc en fait, ce qui est étrange, c'est que
l'activité de haute couture repose sur deux pivots. Bien sûr, le savoir-faire couture parisien, mais ce ne sont pas les artisanes elles-mêmes. Même certaines d'entre elles étaient connues, Madame Soignon, Madame Vignon, qui étaient des fournisseurs officiels de l'impératrice, mais ce ne sont pas elles qui ont créé la haute couture. Ouais, Celui qui a créé la haute couture, l'activité de haute couture, le modèle entrepreneurial a été créé par un vendeur. Il était le premier des soieries, ça veut dire vendeur, ça veut dire chef du rayon des soieries. Voyez. Okay. Et en fait, voilà les deux métiers sur lesquels reposent les fondations de l'activité de l'entreprise haute couture, c'est le savoir-faire couture parisien, d'accord, excellent depuis le Moyen-Âge, et surtout Louis XIV, mais aussi le savoir-faire vendeur, vente, marketing, avant la lettre, évidemment, ce terme on n'emploie pas à l'époque. Savoir-faire marketing développé par un Anglais. Charles Frederick Worth est anglais. Et sur des méthodes comme greffer un modèle, appliquer une marque dans un modèle, c'est une démarche, c'est une recette anglaise qui était appliquée déjà dans les produits à l'exportation d'Angleterre au XVIIIe siècle. Donc, étonnamment, le modèle entrepreneurial de la haute couture n'évolue pas depuis le petit atelier de la couturière particulière de quartier. Non, il émerge dans le creuset, la matrice des magasins de nouveautés. Les magasins de nouveautés sont les ancêtres des grands magasins parisiens que sont le Bon Marché, le Printemps, etc. D'accord. Donc, voilà. C'est vraiment... Donc, ça, c'est un peu le début de la publicité de la mode, sans nécessairement le vouloir. Oui, c'est à partir du moment où, effectivement, on a des défilés, on va promouvoir et bon, on a la presse de mode d'un côté, mais la presse de mode ne se fait pas l'écho, ne parle pas de haute couture, parce que la haute couture, c'est une affaire de bouche à oreille. On est la princesse de Trucmuche, la comtesse de ceci, de cela, et on porte une robe de Worth. Ah, elle est très jolie, moi aussi je la veux, ou j'en veux une autre. Et la publicité se fait de bouche à oreille. En tout cas, jusqu'au XXe siècle. On est allé voir l'exposition. On est allé voir l'exposition de la comtesse Greffus au palais. C'était vraiment beau, les robes et toutes les habits, ouais. Oh, vraiment... Oui, c'est une très belle exposition. C'est magnifique. Très impressionnant, ouais. Donc, pour continuer, est-ce que quel attrait, d'après vous, pour passer au prêt-à-porter, quel attrait du prêt-à-porter a attiré les designers de la haute couture? Ça serait plutôt le fait de vouloir représenter la femme qui travaille, n'est-ce pas? En ce qui concerne Yves Saint Laurent, qui fait partie des premiers à avoir fait cette démarche, Saint Laurent, en fait, trouvait que le système d'haute couture était un peu vieillot, trop poussiéreux, et on est dans un moment où les jeunes femmes sortent dans la rue, bougent justement et s'expriment et travaillent, et il trouvait intéressant d'habiller cette Parisienne-là, la jeune Parisienne, la jeune fille, plutôt que la dadame, cliente de la haute couture depuis des lustres. Il trouvait que c'était plus intéressant de se tourner vers, étant très jeune lui-même, de se tourner vers cette clientèle pétillante, qui bouge et qui attend, qui espère des vêtements pratiques, quotidiens, qui soient effectivement très qualitatifs et en même temps plus accessibles en prix. Ça, c'était la motivation d'Yves Saint Laurent. Je pense aussi qu'il y a une motivation économique. On sait très bien que l'activité de haute couture, un défilé, c'est beaucoup d'argent. Il faut amortir le coût de ce défilé en moins de 6 mois. C'est énorme. Donc, les maisons de haute couture doivent nécessairement développer des produits dérivés, que ce soit les parfums, les cosmétiques, et également un prêt-à-porter qui est une source de revenus non négligeable pour soutenir financièrement l'activité de haute couture. D'accord. Ok, merci beaucoup. Et est-ce que vous pensez que le prêt-à-porter est en train de tuer tranquillement la haute couture, ou que le prêt-à-porter va faire en sorte qu'on idéalise la haute couture? Pendant très longtemps, il y a eu, ça fait 40 ans, même plus de 40 ans qu'on entend ce débat. Est-ce que la haute couture est terminée, obsolète, finie, parce qu'effectivement les collections de prêt-à-porter de luxe sont parfois aussi prestigieuses et luxueuses justement que celles d'autres couture, qu'on a peine à faire la différence et que c'est assez confusant, perturbant. À quoi sert finalement la haute
La réponse des grands groupes financiers au tournant des années 2000, la haute couture c'est une vitrine, c'est un outil marketing pour vendre justement tous les produits dérivés. Donc on a besoin de la haute couture quand on est Dior, quand on est Chanel, parce que justement on est les fers de lance, on est les fleurons de l'industrie du luxe, et il faut conserver le label de haute couture parce qu'il est très prestigieux. Je pense qu'on est en train de revenir à une vision au vrai sens de la haute couture, qui n'est pas du tout antinomique, enfin qui peut très bien coexister avec le prêt-à-porter. La haute couture, c'est la robe parfaite, sur mesure, qui va permettre à une femme qui n'est pas un top modèle d'apparaître beaucoup plus jolie et mieux de sa personne, même si elle a les jambes trop courtes, si elle a des rondeurs, etc. Parce que le sur-mesure vous transforme en princesse. Fait de vous une femme très belle, parce que le sur-mesure, c'est une seconde peau, c'est exceptionnel. Donc la haute couture, à mon sens, est capable de renouer avec son vrai sens, c'est-à-dire d'habiller des femmes sur mesure. La haute couture, à mon avis, doit continuer à exister parce qu'elle représente les métiers d'art. Elle est porteuse de savoir-faire ancestraux qui serait très dommage de perdre. Et en cela, d'un point de vue patrimonial, ça a du sens. Maintenant, il ne faut pas non plus que la haute couture soit un musée, et un musée de savoir-faire, et elle doit vivre. Et il y a des petits couturiers, des petites maisons d'haute couture comme Alexis Madigne, qui vivent de leur activité d'haute couture parce qu'ils ont une clientèle fortunée située essentiellement dans les pays du Golfe, en Arabie, etc. Et ils habillent des mariages entiers. Ces modèles ne sont peut-être pas d'une innovation pure, rare, exceptionnelle, mais en tout cas, ils créent la robe, comme on appelait dans le temps, la robe de Paris, c'est-à-dire la robe idéale, parfaite, sur mesure, extrêmement qualitative, qui en soi n'a rien à voir avec le prêt-à-porter. Donc les deux offres, à mon sens, sont nécessaires. Alors évidemment, Madame Tout-le-Monde ne pourra jamais accéder à cette robe parfaite parce qu'elle n'a pas les moyens. Mais est-ce que, on vit en démocratie, les riches, les pauvres, tout le monde doit exister. Et il est important qu'il y ait des modèles d'excellence, il est important qu'il y ait des étalons de qualité extrêmement élevés, même si tout le monde ne peut pas y accéder. Donc la mode peut être démocratique, la mode peut rester aussi élitiste. Je pense que ce débat, c'est pas tant est-ce que la mode doit être élitiste ou démocratique, est-ce qu'il doit y avoir plus que le prêt-à-porter, parce que sinon ce serait presque devenir totalitaire. Je pense qu'il doit continuer à exister des modèles, des étalons d'excellence, des étalons, vous savez, c'est comme dans la gastronomie, le label du poulet fermier, le label des fromages AOC, ce sont des produits excellents qui tirent de fait les gammes intermédiaires vers le haut. Si on n'a pas cet étalon d'excellence, tout le reste va dégringoler en qualité. D'accord, c'est intéressant. Est-ce que vous pensez que les créateurs étrangers sont toujours intéressés de venir pour parler de la ville de Paris, parce que notre sujet est là-dessus? Est-ce que vous pensez qu'ils sont encore attirés par la ville de Paris, ou que Paris est en train de perdre sa valeur de capitale de la mode, de la mode? Je ne sais pas si on peut répondre de façon très nette à cette question. Des gens comme Paul Smith sont très attachés à Paris. Paul Smith a 4 ou 5 boutiques dans Paris, me semble-t-il, je crois pas me tromper. Il vient d'en ouvrir une dans le Marais, qui est vraiment un nouveau quartier pour le luxe parisien, des boutiques de luxe. Je pense qu'il y a encore des créateurs qui sont très attachés à être visibles à Paris. On a fédéré dans les années 70, on a rassemblé le prêt-à-porter des créateurs et des couturiers dans une même organisation qui est la fédération de la chambre syndicale, la fédération des couturiers, prêt-à-porter des couturiers et des créateurs de mode dans une même organisation pour justement ne pas créer un divorce, mais rassembler les forces. Et puis c'était surtout, on voulait attirer les photographes du monde entier, la presse du monde entier toujours vers Paris. Je pense que Paris n'est certes pas la seule et unique capitale de la mode, mais elle reste une capitale historique, elle reste une capitale de savoir-faire. On sait faire ailleurs, bien sûr, mais à Paris, on cultive tout un art de vivre, on cultive
une certaine esthétique, du goût, et ça, à mon sens, je pense qu'il y a encore pas mal de créateurs de mode qui sont sensibles. Dans le fond, parce que la mode à Paris, elle s'est développée avec l'histoire, c'est pas tout nouveau, fait que c'est pour ça qu'elle est plus valorisée, parce que c'est une mode qui s'est développée, qui a vu des hauts, des bas, et qui sait à quoi s'attendre quand on parle vraiment de mode. C'est vraiment son sujet à Paris, là. Tout le monde est, non, mais tout le monde. Elle est née là. Ouais, c'est ça. Oui, c'est-à-dire que Paris, jusqu'aux années 1970, a été la capitale, allez, jusqu'à Dior, allez, a été la capitale incontestée, incontestable du luxe. Il est évident qu'avec l'internationalisation des marchés, plus la mondialisation des marchés au tournant des années 2000, on peut plus dire, il y a des défilés à Tokyo, à New York, il y a des écoles de mode partout dans le monde, il y a des creusets de créativité incroyables. C'est pas le sujet. Moi, je pense que tout doit coexister. On n'est pas en concurrence ni avec New York, ni avec Milan, ni avec Tokyo. C'est pas intéressant de voir les choses comme ça. Enfin, de mon point de vue, on n'est pas en concurrence en train de se dire qui est la capitale de la mode ou du luxe. Je pense que Paris a une légitimité dans ce domaine qu'elle doit cultiver. Voilà. Mais la Parisienne restera toujours la Parisienne. Elle n'a pas besoin de le revendiquer. Je pense qu'à Paris, et je lisais un article sur Nathalie Portman qui est venue vivre un temps à Paris et qu'elle était fascinée par ces Parisiennes qui étaient en talons alors que les New-Yorkaises sont dans la rue en sneakers et qu'elles mettent leurs talons arrivés au bureau alors que nous on sort de chez nous en talons et qu'on se pose pas la question. Je pense qu'il y a quand même des choses qui sont inscrites dans les gènes de la française et de la parisienne, qui se transmettent de mère en fille, une question d'élégance, une question de goût, d'envie aussi de s'entourer de belles choses, de s'acheter des belles matières, et que ça se cultive à Paris. Est-ce qu'on le perdra un jour? Peut-être, je ne sais pas. Mais enfin, moi, je fais partie de ces gens qui le cultivent, et je crois pas être la seule. Donc, on n'est pas spécialement en concurrence, parce que je trouve que des villes comme New York sont fascinantes, Tokyo tout autant, et qu'il y a des choses en termes de mode extrêmement intéressantes qui s'y passent. Maintenant, on en revient toujours à Louis XIV. Louis XIV est le premier à avoir fait de cet art de vivre à la française une marque nationale, un état d'esprit. C'est-à-dire que la grande duchesse pouvait s'acheter une robe somptueuse et la petite demoiselle de magasin, elle aussi, pas avec les mêmes moyens, elle se confectionnait un petit accessoire qui la rendait toute pimpante et qui faisait d'elle la petite parisienne qu'on regarde qui est coquette et qui est plus coquette que la danoise ou que voilà. C'est ça que je trouve intéressant à cultiver. Après, comment on va se projeter, moi j'en sais rien. Tout ce en quoi je crois, c'est que une culture, ça se cultive. Un patrimoine, c'est pas quelque chose qui doit être muséologique et rester figé. Et voilà. Après, je crois pas qu'il faille mettre en concurrence les villes. Paris reste une ville incroyable. C'est un livre d'histoire ouvert. Les pages sont des façades architecturales. Moi, je suis allée à Bombay la semaine dernière en Inde. Aucun bâtiment n'est plus ancien que 1870, 1880. Et moi, ça m'a étonnée parce que dans la ville qui est la mienne, on trouve des bâtiments d'époques très différentes, majoritairement au 19e siècle. Mais vous voyez, on vit à Paris dans un endroit qui est chargé, où il y a comme plein de couches historiques qui se sont accumulées, et c'est vrai pour la mode, la décoration d'intérieur, l'architecture, et voilà. Après, comment les Parisiens le vivent et comment les créateurs de mode étrangers, les créateurs même de toutes disciplines confondues, le vivent depuis l'étranger, je ne sais pas, mais je pense que ça reste une ville très désirable, et où il y a une liberté de création. Oui, est-ce que, par rapport à ça, est-ce que vous êtes d'accord, dans le fond, de dire que Paris, c'est davantage la création que le business? On va dire New York va vraiment avoir plus, ça va vraiment plus être marketing, tout ce qui est
aux alentours, tandis que Paris, c'est vraiment les idées, la création, le design, ouais, c'est toute la liberté. Je pense qu'il y a en tout cas tous les outils pour, et qu'il y a alors je sais pas s'il y a toujours quelque chose qui flotte dans l'air à Paris et qui fait qu'on est plus inspiré qu'ailleurs. Moi je sais que c'est une ville qui me c'est une ville qui m'inspire énormément et qui me touche énormément j'ai beau y habiter depuis toujours, je découvre toujours quelque chose de nouveau, j'ai toujours un nouveau regard dans une rue, voilà, quelque chose qui m'échappe, et c'est une ville qui m'étonne toujours autant, mais de même que Rome, que j'adore, et New York aussi, qui m'électrise. Mais oui, je pense qu'à Paris, il y a des conditions propices à la création, c'est certain, mais pas seulement. Après le business, oui, je suis pas sûre que ce soit à Paris qu'on soit les meilleurs. Rien qu'à voir notre gouvernement, c'est une question beaucoup plus loin. Mais non, on n'a jamais été très bon pour le business. Par contre, c'est vrai qu'on est bon pour l'idée du style. Je pense qu'on cultive en France une certaine idée du beau. On aime bien manger, on aime bien s'habiller, on aime mettre en scène nos vies. Ça, c'est intéressant. Je pense qu'il y a toujours à Paris une nécessité d'un art de vivre, mais qui existe aussi ailleurs dans d'autres formes. Je ne suis pas en train de dire qu'on est les meilleurs dans... Voilà, je dis simplement qu'on a quand même, il y a à Paris une forme de petite recette particulière qui est assez séduisante. D'accord. Mais vous avez une très belle ville. Ça fait une semaine qu'on s'y promène et à chaque fois on découvre un nouveau quartier, on est comme oh my god, c'est tellement beau. Voilà, c'est très excitant. Parfois j'aimerais avoir ce regard-là. Je l'ai dans certains quartiers, mais j'aimerais parfois oublier tout ce que je sais de Paris pour être totalement neuve et le découvrir comme des touristes. Mais bon, voilà, c'est toute autre chose. Mais c'est vrai que c'est découvrir une ville pour la première fois, c'est fascinant. Et comme Paris, ça doit être effectivement. Mais bon, moi, comme j'y vis depuis toujours, c'est pas. C'est difficile. Est-ce que vous avez encore du temps pour une dernière question ou... Oui, 5 minutes. Ok, parfait. Ok, mais juste parce que tantôt vous parliez de Louis XIV, de l'époque de Louis XIV, mais est-ce que vous pensez que pendant ce temps-là, les valeurs de la haute couture, c'était plus en lien avec la hiérarchisation des classes? Alors déjà la haute couture, on peut pas dire qu'elle n'existe pas sous Louis XIV. Non, mais on parle vraiment de son émergence au milieu du 19e siècle. Ouais. Après, il est évident que la mode sous l'Ancien Régime, c'est-à-dire jusqu'à la Révolution française, ne concerne que 2-3% de la population, c'est-à-dire l'élite, l'aristocratie, les princes, les rois, et voilà. Et même pas encore la bourgeoisie qui n'existe qui n'est pas encore puissante. Donc oui, la mode est une affaire de classe et distingue complètement le noble, le riche, le puissant de l'homme du peuple, de la femme du peuple, complètement. Est-ce que vous pensez que c'est encore le cas aujourd'hui ou pas nécessairement? Est-ce que c'est, pardon? Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ou c'est plus de faire de l'art pour de faire de l'art pour l'art ou tout dépend des propositions, encore une fois, des créateurs de mode. Je pense qu'aujourd'hui, évidemment, tout est les codes sont un petit peu plus flous parce que tout le monde peut presque avoir un sac Vuitton. Quand je dis tout le monde, évidemment, c'est pas des gens très très modestes, mais une femme avec un sac Vuitton peut effectivement payer l'impôt sur les grandes fortunes et puis en même temps pas d'impôt. Enfin, je veux dire, c'est un peu plus difficile encore une fois, de distinguer des classes sociales par rapport à la consommation des articles de luxe. À partir du moment où il y a quand même maintenant des produits dérivés assez accessibles. Je pense à un bâton de rouge à lèvres, tout le monde peut accéder à un bâton de rouge à lèvres. Voilà. Après, même la haute couture, des gens très riches en France ne s'habillent pas en haute couture. Ça reste l'apanage quand même de gens ultra fortunés et souvent venant de pays comme le Golfe arabique, etc. Donc, je pense qu'aujourd'hui, les vêtements sont beaucoup moins distinctifs, sont beaucoup moins significatifs qu'ils ne le furent effectivement sous l'Ancien Régime et même au 19e siècle.
D'accord. Merci beaucoup. Mais pour oui, l'entrevue. merci, c'est Mais je vous en énormément prie. intéressant. Ouais, j'étais Je suis encore contente de... vraiment désolée pour hier parce que Mais non. j'étais très embêtée. C'est pour ça que je me suis glissée de mon cours pour vous faire ce petit mot. C'est Il super arrive comme gentil. ça qu'il y ait des petits couacs. Oui. Et j'aurais été ravie de faire votre connaissance et de vous voir physiquement. Ça aurait été beaucoup plus confortable. Mais voilà, on peut pas toujours. C'est Mais pas non, grave. merci énormément. C'était très intéressant. Oui, oui. Mais tant mieux, vous tant parler. mieux. Je vous souhaite alors beaucoup de succès dans vos études et puis un bon retour au Canada. Merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bonne soirée, Bon retour profitez bien de la à fin de Paris. votre séjour. Hein. Oui. Merci. Au Au revoir. revoir. Au revoir, au revoir. C'était trop.